Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le management et plus particulièrement les 3 casquettes du manager. Je suis Benjamin Sachs, votre animateur pour ce webinaire. Je suis consultant et formateur, j'accompagne les entreprises et dans les transformations et j'interviens auprès de G-Réseau et puis je suis également entrepreneur et donc manager et j'essaye aussi de porter ces 3 casquettes au quotidien. G-Réseau, c'est un organisme de formation spécialisé dans la RH et le management, avec des formations qui sont déployées partout en France et dans les dom-toms, bien sûr, et avec un espace de formation et une librairie qui se trouve à Montparnasse, à Paris. Je vous propose donc pour ce webinaire pendant 1 heure 3 ans pour pouvoir se recentrer sur la fonction managériale. Et bien sûr, l'idée derrière cette fonction, c'est de pouvoir la traiter comme un métier à part entière. Le deuxième temps que je propose, c'est d'explorer le cycle de management pour pouvoir essayer de traduire ça de façon assez concrète, comment je passe à l'action au quotidien dans mon management en portant ces 3 casquettes. Et puis, dans un troisième temps, de trouver des clés pour pouvoir adapter son mode de management, notamment au contexte, un contexte donné, et puis à ses collaborateurs. On se gardera un temps, puisque c'est un webinaire d'1 heure, environ 15 minutes pour des questions, réponses et échanges, de sorte à ce que ce soit participatif, si vous avez envie de partager avec nous. Pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, eh bien, si on réfléchit à les injonctions aujourd'hui qui sont données aux managers, de pouvoir répondre à des attentes multiples avec des parties prenantes multiples, que ce soit des directions, sa propre équipe, l'écosystème de l'entreprise et bien sûr les parties prenantes externes. Et bien on se dit qu'on attend de lui qu'il ait une forme de toute puissance et de capacité à agir sur des forme de tension. Alors, ce n'est pas forcément des conflits ou des oppositions, mais c'est une tension assez permanente pour pouvoir concilier toutes ces attentes et pouvoir répondre à ces différentes parties prenantes. Parfois, elles peuvent paraître difficilement conciliables. Comment j'arrive à faire travailler mon équipe, obtenir des résultats et atteindre la performance, et puis les développer, assurer leur bien-être et veiller à la qualité de vie au travail. Comment j'agis à la fois sur un pilotage collectif et un pilotage individuel, comment j'arrive à la fois à cadrer les activités, à trouver moi-même des marges de manœuvre, mais aussi donner de l'autonomie et du terrain d'initiative pour l'équipe pour qu'elle puisse aussi elle trouver des marges de manœuvre. La logique court terme, quotidien, pression, souvent en mode pompier, et puis le temps plus long de la stratégie, ou avec l'équipe de la co-construction. On me demande aussi, quand on est manager, alors j'imagine qu'il y a un certain nombre de managers qui participent à ce webinaire, de devoir gérer, et notamment depuis plusieurs années, depuis la crise du Covid, comment j'arrive à la fois à gérer de la proximité, puis à manager à distance, avec parfois des revirements où on redemande aux collaborateurs de revenir sur le site de travail. Et puis, des questions assez complexes qui peuvent même parfois paraître paradoxales. Je développe l'employabilité de mon collaborateur, mais en même temps, je dois attirer les talents, donner envie aux candidats de rejoindre l'entreprise et puis les fidéliser dans le temps. Donc, c'est un ensemble de demandes qui peuvent paraître assez ambitieuses, exigeantes, c'est une belle liste de courses. Et l'idée de ce webinaire, c'était peut-être de recentrer sur les clés pour le manager pour pouvoir essayer d'être au rendez-vous de toutes ces attentes. Pour avoir une petite idée de ce que les managers pensent d'eux-mêmes, il y a une étude Gallup l'année dernière qui a été publiée, et la question qui a été demandée, tout simplement, c'est: est-ce que vous vous considérez comme un bon manager? Alors, bien sûr, chacun peut avoir une lecture différente de qu'est-ce que c'est être un bon manager, mais il n'y avait pas de cadrage particulier. Et pour ceux qui managent, je ne sais pas quelle réponse vous donneriez. En tout cas, on sait que c'est une mission qui est complexe et qui nécessite parfois un peu d'humilité. Le résultat est assez étonnant et ne traduit pas forcément cette humilité-là.
97% des répondants pensent qu'ils sont de bons managers. D'autant plus étonnant qu'on croise avec la deuxième question qui a été posée sur la perception du management et est-ce que vous avez eu dans votre carrière un mauvais manager? Et là, plutôt une tendance assez affirmée pour dire que oui, à 70%. Donc cet éclairage-là, il montre quand même qu'il y a une difficulté déjà de se mettre d'accord sur la perception de qu'est-ce qu'un manager et qu'est-ce qu'un bon manager. Et sans doute qu'on s'est trouvé dans une situation pendant un certain nombre d'années à se dire, ben ouais, être manager, peut-être que finalement, lorsqu'on récompense quelqu'un pour son expertise métier et que bien sûr la légitimité du terrain est très vertueuse, mais est-ce que pour autant, ben, ces accidental managers, c'est l'expression consacrée aux États-Unis, ben, ils sont récompensés parce qu'ils ont de la technique, ils ont du métier, ils connaissent bien l'entreprise, mais est-ce que ce sont des professionnels du management? C'est bien la question qui se pose. Et comment on arrive aujourd'hui à professionnaliser cette fonction en la considérant comme un métier à part entière? Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, on essaiera de trouver quelques clés. En tout cas, moi j'ai déjà des partis pris en me disant oui, c'est un métier à part entière, mais quelle est la vision pour le management aujourd'hui? Quelle formation on peut proposer aux managers? Quelle reconnaissance du manager, bien sûr, dans son métier, et puis dans l'entreprise, de la part de l'organisation globalement, et puis de ses collaborateurs, et par quoi ça va se traduire? Ben, finalement, si on regarde le sujet de la formation des managers, cette étude de Robert Waters, elle pose la question, et si vous voulez jouer et essayer de deviner quelle serait la part de managers en France qui n'a jamais été formé au management, entre ces trois chiffres, eh ben, on se dit que c'est quand même encore surprenant en 2025 qu'il y ait un tiers des managers qui n'aient pas été formés au management. Donc ça confirme bien peut-être ce biais d'expertise métier, technique, qui légitime parfois, et encore, voilà, l'idée que le manager n'a pas forcément besoin de se former. Pourtant, ces personnes-là qui n'ont pas été formées au management, eh bien 70% aimeraient bien être formés au management. Et la question que ça pose, c'est alors, ils ont sollicité une formation, mais est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce qu'il n'y avait pas de budget? Est-ce qu'on n'a pas priorisé en se disant ça va passer? Il connaît bien le métier, il connaît bien l'équipe, et puis il a des bonnes intentions, et puis il est bienveillant. Et donc on n'est pas forcément sur le champ de la compétence et de la professionnalisation. Et on peut le mettre au regard de cet autre chiffre qui, pour le coup, peut même paraître un peu inquiétant, c'est 67% des entreprises qui ne disposent pas d'un processus défini pour former leurs managers. Donc, il y a certainement, bien sûr, plein de bonnes choses qui se font dans les entreprises, et nous, on en croise dans nos missions de consultants formateurs, et on essaye de les aider. Mais finalement, ça pose la question de cette légitimité entre une charge de travail opérationnelle, parfois assez lourde, et peu de temps dédié au management. Quelle place on laisse au management et à la reconnaissance du management comme un vrai métier? L'autre effet de bord, c'est aussi le sentiment d'illégitimité dans cette fonction. Alors, il n'est pas forcément très partagé. Là, dans cette étude, environ 15% des managers qui ne se sentaient pas forcément légitimes dans la fonction. On peut imaginer que la formation aiderait. L'autre question qui peut se poser, c'est effectivement, on constate que le chiffre double quand on parle des managers femmes, et donc certainement que cet accompagnement et cette reconnaissance du métier de manager, elle permettrait à tous ces managers au moins de se sentir plus légitimes et probablement de répondre à ces attentes et à injonctions dont on parlait tout à l'heure. L'évolution de la fonction managériale, ça explique certainement pourquoi encore en 2025, on a du mal à estimer que le management, c'est un métier à part entière. On est peut-être resté trop longtemps dans cette vision de l'empereur romain, figure de pouvoir et d'autorité, avec un management paternaliste qui a duré encore un bon moment dans le XXe siècle et qui perdure encore à certains endroits. Une sorte de renaissance du métier de manager où progressivement, effectivement, on s'est dit, ben tiens, on a quelqu'un qui a de l'expertise métier, il va être en capacité de manager son équipe. Et puis derrière, il y a quand même l'idée qu'il puisse la former et de pouvoir aussi être crédible parce qu'il sait de quoi il parle. Et on
pourrait imaginer, fantasmer sur une sorte de deuxième renaissance, où là, c'est une expertise à part entière de manager. Et effectivement, Lune de Vitruve, lui, porte ces 3 casquettes avec grâce et avec confiance. Ces 3 casquettes, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est en fait les 3 rôles du manager qu'on vous propose d'être distingués avec 3 casquettes qui ont bien sûr des rôles et des missions associées. La casquette de boss, c'est le chef de l'équipe, c'est lui qui organise et qui pilote les activités. La casquette de leader, on demande à un manager aussi de pouvoir mobiliser les énergies, de pouvoir animer les dynamiques. Et puis la casquette de coach, où on n'est pas dans le métier bien sûr de coach, mais on s'inspire de l'approche, des techniques de coaching pour être en soutien des collaborateurs, de pouvoir accompagner leur progression, développer leurs compétences. Et donc, ces 3 rôles attendus qui se cumulent, bien sûr, et qui se font de façon simultanée au quotidien pour le manager, ils induisent un certain nombre de compétences. Et pour le coup, ce n'est pas des compétences qu'on peut improviser. Lorsqu'on regarde la casquette de coach et qu'on parle de compétences en organisation, en pilotage, c'est de pouvoir planifier, c'est de pouvoir prioriser, c'est savoir prendre des décisions, pouvoir poser un cadre clair pour aussi gérer les ressources et pouvoir s'assurer qu'on atteint les résultats. Pour ce qui est de la casquette de leader, là aussi, mobiliser, animer, ça induit des compétences à part entière et c'est pas toujours évident de savoir faire passer les messages, de trouver des leviers de motivation et de mettre en place des techniques, des actions pour les activer, ces leviers de motivation, de savoir fédérer, d'animer une équipe, de l'embarquer avec, bien sûr, ces expressions qu'on entend souvent de donner du sens. Oui, c'est comment j'incarne, comment je porte la vision qui m'est confiée comme une courroie de distribution pour pouvoir embarquer et mettre en dynamique les coopérations au sein de mon équipe. Puis cette fameuse casquette de coach qui parfois peut faire peur parce qu'on se dit, ben ouais, mais quand même, là, il faut que dans une posture sociale, psychologique, ou que je fasse de sur-mesure avec les collaborateurs. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je sais faire? Ben, effectivement, d'accompagner ces collaborateurs, ben, ça nécessite de développer des compétences d'écoute active, de savoir donner et recevoir des feedbacks, de pouvoir faire cet accompagnement individualisé, presque sur mesure, comme on l'évoquait, et puis de pouvoir développer les compétences, à la fois sur des compétences prioritaires, là, sur le moment, mais aussi dans le temps, avec l'évolution et les perspectives de carrière, même au-delà de l'entreprise, ce qui peut poser question et parfois difficulté pour le manager. Les compétences des managers, on voit qu'elles sont déjà assez complètes autour de ces 3 rôles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une forme de compétences transversales au travers de soft skills, des compétences qu'on appelle des compétences sociales, des aptitudes personnelles, méthodologiques, qui viennent enrichir cette palette de compétences à développer. Bien sûr, la communication, la gestion émotionnelle, l'adaptabilité, et puis des compétences méthodologiques comme l'organisation, le sens de l'organisation, la résolution de problèmes, et puis les compétences techniques qu'on pourrait évidemment voir du côté RH, le droit du travail, et même parfois des volets financiers. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, le métier de manager, si on cherche à le professionnaliser, ben, il y a une étendue assez large de compétences. Et l'idée, bien sûr, c'est pas que ça fasse peur, mais c'est au moins de savoir à quoi s'attendre et de pouvoir faire une photo en sachant où est-ce qu'on en est sur chacune de ces casquettes. Certainement que pour ceux qui sont managers parmi les participants, vous avez passé du temps à développer plus ou moins des compétences relatives à ces casquettes. Et puis, on essaye de façon progressive de pouvoir cranter et puis se focaliser sur des compétences en particulier, comme on le fait d'ailleurs avec nos collaborateurs. Ils ne sont pas attendus sur un développement des compétences, on va dire, complet en temps réel. Sur le volet des compétences, justement, entre ce biais, ce hiatus entre les compétences techniques et managériales, cette autre thèse qui a été
enrichi par des sondages, des enquêtes, a posé la question à des managers pour savoir s'ils pensaient que les compétences managériales devaient prédominer sur les compétences techniques. C'est assez rassurant de se dire que les répondants ont plutôt pensé que c'est oui, que c'est le cas, avec une nette augmentation du oui lorsqu'on monte dans la hiérarchie, qu'on se rapproche du top management. Quelle part représente la formation des managers à des compétences comportementales, donc, telles que l'intelligence émotionnelle, le leadership, l'écoute active? Ben là, assez naturellement, les réponses vont plutôt tendre à dire que oui, c'est plutôt ce qu'on cherche à développer comme compétences, ces fameuses compétences comportementales. Ce que ça interroge là, c'est effectivement, est-ce qu'on a bien pris en compte l'entièreté du périmètre des compétences du manager et est-ce qu'on a cherché à les développer parce qu'elles répondaient à des difficultés que l'entreprise rencontre, à des enjeux pour les équipes pour réussir, et est-ce qu'on a cherché à remettre l'étendue des compétences du manager au travers de ces 3 casquettes et pas juste d'une partie de ces casquettes. Et donc, pour pouvoir concrètement les transférer dans l'action et initier un cycle de management qui soit progressif et qui puisse incarner au quotidien ces 3 casquettes, je vous propose d'explorer ce cycle qui est largement inspiré du PDCA, mais qui est pour le coup une traduction concrète de comment je vais pouvoir me mettre en action dans mon management. En première phase, c'est la phase de planification, le plan, je projette, j'essaye de définir un cap, bien sûr de donner du sens et de cadrer le fonctionnement pour qu'on puisse réussir ensemble à atteindre les objectifs attendus. Là, les casquettes, on va dire, dominantes, c'est plutôt celle de leader et celle de boss avec, on va le voir, des compétences bien spécifiques. Deuxième phase, je vais déployer les activités, je vais chercher à mobiliser l'équipe, à l'engager dans l'action, et puis à pouvoir veiller à développer leurs compétences et leur autonomie. Les casquettes dominantes, là, c'est plutôt celle de leader et celle de coach, là aussi, avec des compétences bien spécifiques. La troisième phase, qui est la phase de contrôle, alors on n'est pas bien sûr dans le contrôle du gendarme, dans le contrôle surprise. L'idée derrière le contrôle, en anglais c'est check, c'est de pouvoir mesurer. Donc on a défini un cap, on a une hypothèse, on essaye de voir si est-ce que ça colle, où est-ce qu'on en est au niveau des efforts qui sont fournis, où est-ce qu'on en est au niveau des résultats, et là le contrôle va se traduire par pilotage d'activité, par des actions de régulation, notamment s'il y a des écarts, et d'animation, à la fois la performance et puis la dynamique de l'équipe. Là, les casquettes dominantes seraient plutôt celles du boss dans ses actions de régulation et de pilotage et de leader pour le volet animation. Enfin, la quatrième phase, c'est celle de l'apprentissage, celle où on essaye de prendre un temps de recul pour analyser ce qui s'est passé et pouvoir essayer de tirer des leçons. Et ces leçons, elles vont nous permettre, bien sûr, pour nous-mêmes de renforcer notre pratique et notre efficacité, mais aussi pour l'équipe, dans la mesure où ces apprentissages se font aussi avec l'équipe. Je peux prendre ma casquette de coach pour inviter à faire le bilan et se reprojeter dans un nouveau cycle avec ma casquette de boss en prenant des décisions, en arbitrant sur ce qu'on va laisser, ce qu'on va garder, qui était une bonne idée, et puis ce qui était une fausse bonne idée et qu'il faudrait peut-être ajuster pour le prochain tour de roue. Et ce prochain tour de roue, une fois qu'on a bien mis cette cale, il va pouvoir illustrer cette progression dans la pratique managériale. Une fois de plus, l'intention n'est pas de devoir absolument progresser sur toutes les compétences induites par la fonction managériale en temps réel, mais de pouvoir définir un plan de progrès. Ça passe assez simplement, en général, par une évaluation des compétences croisées qu'on fait avec son propre manager pour aussi fixer les priorités avec lui, avec un accompagnement qui réunit les conditions pour pouvoir réussir ce développement des compétences. Si on le regarde de façon un petit peu plus technique, ce découpage du cycle du management, dans la phase de planification, je vais avoir des missions très claires d'orientation des activités et d'organisation. Comme on disait, des casquettes dominantes, leader et boss, et des activités à mener. Donc on va me demander, moi, en tant que manager, de fixer un cap et puis de donner du sens à l'équipe par rapport à ce cap qui s'inscrit plus globalement dans une stratégie d'entreprise en veillant à l'alignement entre ce que je demande aux collaborateurs
et puis ce qui m'est demandé en tant que manager, et bien sûr la vision, les orientations stratégiques de l'entreprise. Pour ce qui est de la volet organisation, on passera bien sûr par les définitions de rôle, de responsabilité, de mode de fonctionnement. Le volet communication, comment je fais passer mes messages, comment je les formule, comment j'arrive à mobiliser, à engager mon équipe dans l'action. Le développement des compétences, on le disait, les managers opérationnels qui ont une vraie compétence technique, ils peuvent former eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend d'eux? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'ils passent du temps aussi? Ou plutôt à former, à manager, pardon, mauvais lapsus, mauvais message, et au contraire, à mettre en place des systèmes d'apprentissage dans lesquels les collaborateurs pourront, par d'autres moyens, développer leur autonomie. Le contrôle par le pilotage, mesurer, surveiller, réguler les activités, ça induit dans ces activités des compétences particulières. L'animation, hein, l'art de mener des briefs, des réunions, eh bien, tout ça, ça se développe aussi au travers de compétences techniques. L'analyse pour exploiter les résultats et apprendre collectivement, ça induit aussi un certain nombre de connaissances, de méthodes, et puis l'amélioration, hein, pour pouvoir faire un plan de progrès et adapter son organisation de travail et celle de l'équipe, va passer par un certain nombre de compétences, et on pourra les distinguer entre deux volets, les hard skills, donc ces compétences techniques, les savoir-faire, et des soft skills, une fois de plus, ces aptitudes interpersonnelles, méthodologiques. On parle souvent de savoir-être, mais bien sûr, elle dépasse ce cadre strict. Pour prendre un exemple et aller jusqu'au bout de comment on peut développer les compétences pour chacune des casquettes du manager à l'intérieur de ce cycle de management, si on regarde fixer un cap et donner du sens à l'équipe, là je suis dans la première étape, ma première mission de la première phase de ma roue du management, eh bien je vais avoir des hard skills de type faire un état des lieux. Il y a des méthodes et des techniques pour pouvoir faire des états des lieux. Identifier et répondre aux attentes des parties prenantes, là aussi, il y a des grilles d'analyse, des techniques d'analyse. Décliner la stratégie et donner du sens aux objectifs collectifs et individuels, qui passent bien sûr par l'exercice assez classique et fondamental de fixation d'objectifs et de formalisation des objectifs. Alors pendant longtemps, on a utilisé SMART. Aujourd'hui, on peut faire des choses qui vont encore plus loin, et notamment en restant simple, efficace, qui cherche aussi à prendre en compte le facteur de motivation, le critère de motivation, dans quelle mesure les objectifs que je fixe sont motivants pour mes collaborateurs. On est dans un volet de hard skills qui permet au manager, lorsqu'il est formé, lorsqu'il est accompagné, de pouvoir répondre à cette attente d'activité, de fixer un cap et donner du sens à l'équipe. Un autre volet soft skill, on peut imaginer qu'il y a des compétences de négociation, de leadership, de pensée critique, qui peuvent aussi permettre au manager d'être confortable dans cette tâche et d'être en réussite. Donc, évidemment, ça paraît ambitieux. Une fois de plus, ça ne se fait pas sur un temps court de 2-3 mois, ou ni même d'1 an. L'idée, c'est de pouvoir avancer en prescrivant un certain nombre de formations et de développement de compétences qui correspondent aux besoins du moment. Et bien sûr, une fois qu'on se mesure à la résistance du réel, de pouvoir finir ce tour de roue en faisant le bilan de, tiens, qu'est-ce que ça a donné? Comment l'activité managériale a permis de répondre aux attentes des différentes parties prenantes, et où est-ce que je dois ajuster mon prochain tour de roue? Alors, ça paraît peut-être ambitieux, mais on peut peut-être s'inspirer de deux auteurs qui ont bien résumé le sujet. Poète Boileau qui nous dit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse, et le repolissez, ajoutez quelques fois et souvent effacez. » Et je trouve que ça correspond bien à cette intention de cycle de progrès qui, évidemment, est exigeante et lente et qui nécessite cette phase de nettoyage et d'ajustement. Deuxième inspiration, et pour le coup, on est bien en lien avec le père de l'amélioration continue, il ne suffit pas de faire de son mieux, il faut savoir ce qu'on veut faire, puis faire de son mieux. Moi, cette phrase, j'ai découverte, elle a une résonance très forte. J'avais l'impression que c'était l'essentiel, hein, d'être plein de bonnes intentions, plein d'énergie, d'être bienveillant, de chercher à être efficace, et effectivement,
ce temps de structuration, du développement des compétences pour pouvoir mener l'ensemble de ces activités. On l'a vu, elles sont complexes, les attentes sont multiples, elles sont elles aussi complexes. Ça nécessite quand même de s'y prendre de façon méthodique, structurée, et surtout pour se mettre en réussite et pas avoir une pression démesurée en se disant oui, ça se fait au feeling, je vais faire des claquettes et de toute façon, comme j'ai plein de bonnes intentions et que je suis bienveillant, ça devrait passer. Alors justement, dans cette manière de faire et d'incarner mon management, on s'est beaucoup intéressé au XXe siècle au style. Alors quel est le style de management? Alors ça a commencé dans les années 60 avec la théorie XY de McGregor, où en fait on a un peu opposé le collaborateur qui n'est pas motivé et celui qui l'est, et donc de façon très schématique et peut-être un peu trop simpliste, mon management va être directif et contrôlant avec ceux qui ne sont pas motivés, mais par contre, si le gars est motivé, ça va être du management participatif, je vais pouvoir m'appuyer sur lui et je pourrai le responsabiliser. La réalité étant un peu plus complexe, on a des psychologues américains, des sociologues aussi, qui ont essayé de réfléchir à des axes un peu plus orientés sur la tâche, un petit peu plus orientés sur les personnes, en se demandant, tiens, quel est le comportement du manager et comment il doit interagir avec son équipe en fonction de cette fameuse matrice. On est dans les années 60 toujours. Ensuite, entre les années fin 60 et début 70, je vais y arriver, et fin 70, on a R.C. Blanchard, référence aussi en management, qui eux aussi se sont intéressés à cet axe de résultats, de tâches, et aussi de personnes, mais ils sont davantage orientés sur les personnes eux-mêmes, c'est-à-dire comment je dois les accompagner, quelles sont leurs attentes et comment je peux les accompagner. Donc avec ces 4 formes de management, directif, persuasif, participatif et délégatif, ça a été révisé d'ailleurs par Blanchard dans les années 80, c'est assez intéressant de le voir, puisqu'il s'est dit, tiens, autant s'intéresser vraiment aux collaborateurs, à ses attentes, et si on regardait, on explorait le champ de la compétence et de la motivation. Et peut-être pas se dire c'est juste motivation faible ou fort, il y a peut-être une autre composante à prendre en compte, et c'est là où la théorie XY a pris une autre dimension. D'ailleurs, cette revisite du champ de compétences et de motivation a été revisitée dans les années 90 avec cette matrice que vous connaissez peut-être du vouloir savoir. À peu près à la même période, on arrive dans une autre dimension avec l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui lui va définir 6 styles de management qui découlent de cette matrice où à la fois je dois apprendre à me connaître moi-même, mais aussi à avoir la conscience et la compréhension des autres pour pouvoir développer des compétences et me maîtriser et aussi développer mes compétences sociales pour pouvoir gérer mon équipe. Alors, vous retrouverez dans le support ce tableau comparatif qui cherche à avoir des styles, mais quand on est formateur en management et qu'on est soi-même manager, dans les situations, qu'est-ce qui va m'aider? Est-ce que les 2 styles, c'est assez? Est-ce qu'il faut plutôt que j'aille sur les 6 styles? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'atteindre les résultats, de mobiliser les personnes? Moi, en tout cas, ça me paraissait pas satisfaisant au quotidien. Et avec mon collègue et ami Olivier Delorme, qui fait le même métier, on a décidé de faire une sorte de synthèse de ces 3 modes. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est les mots qu'on a, nous, décidé d'utiliser, plutôt d'être dans 3 modes simples. Et on va les voir dans un instant. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de facilement lisible et actionnable quand je suis sur le terrain dans une situation qui est complexe, plutôt que de chercher mes 6 styles. J'ai mes 3 modes de management, et justement le terme là est mode, parce qu'on n'est pas dans une posture, on n'est pas simplement dans une recherche de vouloir être perçu d'une certaine manière, ou un positionnement qui traduirait peut-être quelque chose de superficiel, mais on est davantage concret et tourné sur l'action, et sur des types d'interactions que je vais avoir avec les collaborateurs. Et surtout, l'autre plus de cette approche, c'est ce niveau d'encadrement, il est dans une progression dynamique où je vais pouvoir bien sûr retrouver mon cycle de management et qui peut être parallélisé pour les collaborateurs avec le cycle d'apprentissage. Pas de grande découverte, mais c'est toujours important de mettre des mots pour préciser. Derrière le mode directif, on est dans le mode de l'indication. Bien sûr, on est unilatéral, ça ne veut pas dire qu'on est dans un mode de management avec sa casquette de boss qui est autoritaire, mais on cherche plutôt à indiquer avec fermeté, si besoin, passer à l'imposition.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être dans une supervision qui est directe, on a besoin de standardiser les tâches et on a besoin de faire respecter les méthodes. L'objectif là de ce mode, c'est bien, dans le niveau d'encadrement, c'est de bien cadrer, de réaliser précisément l'attendu. Le mode participatif, c'est le mode de l'ajustement. On va favoriser les échanges, la régulation, à la fois avec les collaborateurs, mais entre les collaborateurs, pour chercher l'alignement, pour pouvoir s'ajuster, l'ajustement mutuel, et essayer de développer la coopération. Bien sûr, chaque mode a ses avantages, ses inconvénients. Celui-ci a l'inconvénient du temps que ça prend. Il a aussi comme prérequis de bien cadrer les échanges. Et on voit bien déjà que, comme pour les casquettes, les modes de management se complètent et se font peut-être pas de façon toujours simultanée, mais en tout cas de façon successive et surtout adaptée. On va le voir dans un instant. Troisième mode, le mode collaboratif, c'est le mode de l'engagement. C'est le mode où on va chercher à développer l'autonomie, à responsabiliser. Ça passe aussi parfois par la délégation, mais pas que, à développer l'initiative et puis essayer de développer l'agilité auprès des collaborateurs, qui est un vaste sujet et qui ne se résume pas à une flexibilité à toute épreuve. L'objectif là de ce mode, c'est de pouvoir impliquer et de favoriser à la fois l'autonomie, l'épanouissement, et de se focaliser sur la spécificité de chaque collaborateur. On peut imaginer que pour arriver à ce niveau de management, on est probablement passé plus d'une fois par les deux autres modes. Alors, je les adapte, ces modes, mais à quoi? Alors, quand on parle d'adaptation au contexte, on a bien sûr la maturité de l'équipe. On a aussi la complexité de la tâche qui est dans mon analyse, une donnée d'entrée qui va me permettre de dire, OK, là, il faut peut-être que j'adapte de telle ou telle manière mon management. La priorisation qui est un autre sujet, et puis la temporalité. Alors, pour ce qui est de la maturité de l'équipe, on regarde ce qui a déjà été proposé, c'est regarder la compétence et la motivation. Où se trouve mon collaborateur par rapport à ces deux axes? Pour ce qui est de la complexité de la tâche, est-ce que je suis plutôt sur une tâche de routine qui est maîtrisée, qui a un certain niveau de simplicité, ou est-ce que je suis sur quelque chose qui est plus complexe, qui est nouveau, qui va nécessiter de l'exploration, de l'innovation et peut-être du test and learn, de la réussite, parfois de l'échec et de l'apprentissage. Là aussi, on a des outils qui nous permettent de distinguer ces différents types de tâches et de pouvoir adapter notre management en conséquence. Pour ce qui est de la priorisation, est-ce que je cherche plutôt à être en réactivité, en traitement des priorités avec souvent et malheureusement un degré d'urgence qui l'emporte sur la réalité des priorités, ou est-ce que je suis sur un temps plus long de co-construction? Là aussi, il y a des classiques et on peut déjà commencer par cette fameuse matrice des priorités pour essayer de bien distinguer sur quel mode de management on va pouvoir agir. Et puis la temporalité, est-ce que je cherche plutôt un résultat immédiat ou je cherche plutôt du développement sur le long terme? Et donc, dans les objectifs que je vais fixer à mon collaborateur et le développement des compétences prioritaires, je vais bien ventiler et distinguer les compétences à cranter dans un temps court ou dans un temps long. Petit focus sur la matrice du vouloir savoir qui est un peu l'incontournable et qui illustre cette phrase de Deci et Ryan, une autre référence importante en management, avec cette équation, l'autonomie, c'est le produit de la motivation et des compétences. Alors, évidemment, une fois qu'on a essayé de distinguer à l'instant T sur un sujet donné, est-ce que mon collaborateur est plutôt motivé? Est-ce qu'il est compétent? Eh bien, je vais pouvoir adapter mon management et de façon assez schématique, on a l'incarnation d'un mode de management plutôt directif avec quelqu'un qui est motivé et qui a envie d'apprendre, et de pouvoir passer progressivement à un mode 2 plus participatif avec, bien sûr, en objectif de pouvoir glisser de façon progressive avec des cibles intermédiaires et de plus en plus complexes, et commencer par des petits pas avec le mode 3. Le mode de vouloir et savoir pose la question de l'autonomie, mais aussi de ne pas délaisser le collaborateur. Donc bien sûr qu'on est en mode 3, c'est le mode que l'on favorise, et on est plutôt sur une casquette où on va pouvoir prendre le volet coach, et de pouvoir ne pas oublier le collaborateur qui pourrait s'ennuyer, qui pourrait aussi parfois perdre la compétence parce que le contexte évolue, et de pouvoir aussi l'accompagner à peut-être faire des choses
autre, ou peut-être même s'intéresser à la méthode que lui-même a développée, l'expertise qu'il a pu développer, et donc de ne pas l'oublier, c'est bien ça l'enjeu. Sur la case ne veut pas et ne sait pas, la question c'est un petit peu de l'œuf ou la poule qui est le premier. Donc si il y a le manque de volonté et qui induit le manque de compétences, c'est pas la même chose que si je suis pas motivé parce que je suis pas compétent. Donc bien sûr, si je suis pas compétent, on va être dans une recherche de motivation qui va se faire dans un mode plutôt directif. En revanche, si c'est plutôt un frein à apprendre parce que je ne suis pas motivé, le mode de l'exploration plus participatif sera davantage adapté en fonction de la réponse du collaborateur. Une fois qu'on lui a tendu la main, est-ce qu'il est partant si on traite ses irritants, ses freins, eh bien sûr, on pourra repasser en mode 1 pour qu'il puisse développer de la compétence. Et puis, si jamais il a des freins qui ne peuvent pas être levés, ben, on va essayer de voir avec lui dans quelle mesure il peut lui-même faire un pas et un effort, ou bien sûr siffler les hors-jeux et lui indiquer que la partie est terminée. Pour ce qui est de cette case de ne veut pas, ne sait pas, là aussi c'est plutôt le mode participatif qui permettra d'explorer quels sont les freins à la motivation alors qu'il y a de la compétence. C'est souvent des collaborateurs qui ont de l'expérience, qui ont développé de la compétence, et puis il y a un certain nombre de choses qui les ont déçus, ou qu'ils ont mal vécues, ou qui ont été même douloureuses, et donc le mode préférentiel, c'est celui de l'exploration, de participation, pour pouvoir comprendre avec eux qu'est-ce qu'on peut traiter, qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter, comment on se projette sur la suite, et de pouvoir aller dans une dynamique, là aussi en fonction de sa réponse, de façon plutôt tournée vers l'autonomie ou plutôt vers la fermeté, si jamais il y a besoin de prendre sa casquette de chef, donc de boss. Donc la manière qu'on a de pouvoir adapter son management va pouvoir être la résultante de est-ce que je porte bien mes 3 casquettes de façon, pour le coup, simultanée, et je suis capable de pouvoir être bien dans mon rôle en développant les compétences associées. Est-ce que je structure mon action pour justement ne pas me dire j'ai une liste à l'après-vert de compétences et d'activités, par quoi je commence, quelles sont les compétences associées, de quoi j'ai besoin pour pouvoir bien faire mon métier de manager, et puis quelques outils pour pouvoir décrypter le contexte et ensuite adapter son management correspondant entre le mode directif, le mode participatif et le mode collaboratif. Voilà, j'ai essayé d'illustrer avec la matrice Vouloir Savoir de façon assez schématique. Le monde est toujours très complexe, plein de nuances. Il ne s'agit pas juste de jouer à l'apprenti sorcier et de profiler un collaborateur en disant tiens, lui il est comme ça, je vais lui parler comme ça. Mais bien sûr, ces outils, ces matrices sont là pour nous aider à décrypter et de nous donner aussi un miroir pour voir comment nous on se positionne dans ces mêmes situations et en tant que manager, de quelles compétences on a besoin pour pouvoir ajuster notre mode de management au contexte, concilier à la fois la performance, bien-être, mais aussi répondre à toutes ces injonctions et toutes ces attentes qui sont difficiles et qui aujourd'hui, en tout cas je ne sais pas si vous faites le même constat, font qu'il y a pas mal de jeunes collaborateurs qui ne sont pas forcément très attirés par le métier de manager. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que ça n'est pas qu'une fonction, ça n'est pas qu'un rôle, mais c'est un ensemble de rôles qui s'inscrit dans un métier. Et en tout cas, j'en doute pas qu'on ait un certain nombre aujourd'hui à se dire il y a un vrai enjeu à essayer d'accompagner les managers pour qu'ils puissent développer une vraie expertise managériale et une expertise managériale qui soit pleine, complète. C'est un vrai système et de pouvoir répondre à leurs besoins de façon peut-être chirurgicale et surtout progressive. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis peut-être de prendre du recul sur votre vision du management et peut-être que vous avez également des questions ou envie d'échanger, de réagir. Et donc, il y a Kelly qui m'accompagne aujourd'hui sur ce webinaire pour pouvoir collecter avec vous et m'aider peut-être à faire une lecture de vos interventions.
Est-ce que vous voulez peut-être poser vos questions dans le chat? Ah, alors j'essaye de reprendre le fil. Bonjour à tous. Je réponds un peu en retard au message. Freeze de mon côté. Ah, le son était saccadé. J'espère que ça a été mieux après. C'était au début, 10h06. Très curieux de savoir ce qui définit un bon manager. Donc ça, c'était peut-être en écho à ce sondage qui a été fait. Je ne sais pas vous, quelle définition vous en faites. En tout cas, moi, préférerais traduire bon par compétent. Et donc, reprendre cette grille de lecture sur j'ai 3 casquettes à porter. Ça induit des missions et donc des activités. Pour chaque activité, j'ai des compétences à acquérir. Est-ce que je fais mon max? Est-ce que l'organisation m'aide à développer ces compétences pour répondre aux attendus de ma fonction? Et pour le coup, si je suis compétent et que je développe la compétence, je dirais que oui, ça peut se traduire finalement par un simple bon manager. À quoi ressemblerait la formation en tant que manager? Pour moi, c'est pas une formation. C'est un parcours de développement. Il peut d'ailleurs se faire de façon multimodale. Il y a de la formation, il peut y avoir de l'accompagnement. Il y a des méthodes aussi de partage entre pairs ou même de co-développement qui peuvent être extrêmement intéressantes et surtout de façon progressive, donc pas vouloir s'attaquer à tous les sujets. On a d'ailleurs chez Gérézo retravaillé notre offre de sorte à ce qu'elle soit vraiment structurée autour des compétences et des attendus des organisations, hein, que ce soit des collaborateurs comme des directions. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Et donc, quelles compétences à développer? Donc, quelle formation à proposer? Merci Kelly pour. J'espère que j'ai bien répondu à Nicolas. Vanessa nous dit quel est le plus grand défi du manager dans une période d'instabilité. C'est peut-être difficile d'en tirer un en particulier. Je pense que peut-être le plus grand défi, déjà, c'est pour soi, c'est comment je me sens. Est-ce que moi, ça me fragilise, cette instabilité? Est-ce que je me sens soutenu, accompagné par ma direction? Est-ce que, voilà, on ne me met pas en porte-à-faux en me disant, bah, il faut que tu sois agile, il faut que tu fasses de l'innovation managériale, mais pour autant, il n'y a absolument pas un cadre, ni dans le système de management global, ni dans l'accompagnement, par exemple, de la RH, pour pouvoir justement faire de l'innovation managériale et me mettre ou mettre mes collaborateurs en porte-à-faux. Donc, il y a déjà, je dirais, le défi, c'est cette fragilité. Donc oui, ça va vite, il y a de l'incertitude, on a des sujets complexes de voilà, manager ses collaborateurs à distance après une pandémie, et puis derrière, on a aussi un climat géopolitique hyper tendu. Par-dessus, on a l'IA qui vient poser plein de questions avec des usages qui vont peut-être rapidement dans tous les sens. Donc, bien sûr qu'il y a plein de facteurs d'instabilité, de fragilité. La question, c'est déjà comment on adresse le sujet de façon collective entre direction, RH et manager pour s'épauler et s'entraider. Je dirais que c'est peut-être ça le plus grand défi et pas que celui du manager. Quelle casquette pour la gestion des conflits? Tout dépend dans quel cadre se passe le conflit. Est-ce que c'est un conflit que j'ai en direct avec le manager, avec le collaborateur, ou est-ce que c'est un conflit entre collaborateurs? Peut-être que sans doute je vais avoir une casquette de boss et de coach lorsque je vais être dans un conflit qui est entre deux collaborateurs, à la fois pour pouvoir bien cadrer l'objectif, notamment de l'échange qui va avoir lieu tous les trois, et puis que je vais pouvoir avoir avec chacun d'eux. Et puis quand même cette posture de développement dans la gestion des conflits qui passe aussi et souvent par du recadrage. L'objectif est comme, en tout cas pour moi, il est comme pour tout entretien. L'objectif, c'est de pouvoir faire un bilan de ce qui s'est passé et prendre la mesure de ce que se dit le collaborateur, comment il perçoit les choses, comment il voit les choses, où est-ce qu'il en est dans sa prise de conscience, des conséquences de ce qu'il a fait, et puis de pouvoir se projeter dans la suite. Et donc voilà, ça peut très bien se passer à la fin. Il n'y a pas forcément séparation. Et donc l'idée, c'est de pouvoir arbitrer ça de façon assez ferme, mais quand même tourné vers le développement du collaborateur. De ne pas oublier que l'enjeu du développement, ça passe aussi par des ratés, par des écarts, par des hors-jeux et par des conflits.
C'est aussi comme ça qu'on construit de la confiance. C'est en surmontant les difficultés, c'est pas en se disant ouais, on se fait confiance, tout va bien. En général, ça marche pas. Pour un conflit d'équipe, plutôt, je dirais, avec l'équipe, plutôt la casquette de leader et celle de boss, pour faire un combo où quand même, à la fois, faut que je sois exemplaire, faut que je donne le sens, prendre de la hauteur, et puis être capable de bien embarquer l'équipe et de la faire dépasser ce conflit, mais en cadrant, peut-être en interrogeant aussi le fonctionnement. Est-ce qu'on a bien des règles du jeu, qui c'est pas le règlement intérieur de l'entreprise, c'est pas le contrat de travail, c'est nos propres règles de fonctionnement. Là, c'est plutôt la casquette de boss, de quoi vous avez besoin pour travailler. Ah ben tiens, toi, tu perçois qu'il y a des besoins qui sont spécifiques, tu penses qu'il y a des écarts de traitement, très bien. Ben, on met ça sur la table, on essaye de mettre en jeu chacun un peu de renoncement pour qu'on puisse avoir des règles du jeu communes. Et là, pour le coup, ça permet non seulement d'anticiper les conflits et sans doute de mieux les gérer a posteriori. Nathalie, la nouvelle génération se manage-t-elle de la même manière? Alors, c'est un vaste sujet. J'ai d'ailleurs retravaillé récemment, c'est-à-dire l'année dernière, la formation de management international, parce que je trouvais peut-être qu'on ne se posait pas les bonnes questions ou les nouvelles questions que ça pose, et de ne pas chercher absolument à enfermer des générations dans des fonctionnements. Peut-être que le mot-clé, sans entrer trop dans le détail, car c'est pas tout à fait le sujet, mais ce serait de dire de s'intéresser surtout à l'époque dans laquelle on vit, et donc pour ceux qui ont leur première expérience professionnelle, se poser la question de dans quelle période, dans quel contexte technique, social, géopolitique et managérial, puisqu'on a vu il y a l'évolution du management, hein, entre le paternalisme, autorité toute puissante, et puis le manager aujourd'hui dont on attend qu'il soit un leader et un coach. C'est pas le même management. Donc, on n'a pas tous grandi, évolué aussi avec ces mêmes repères. Donc, dans quoi on s'est construit, dans quoi on a évolué, à quelle période on arrive sur le marché du travail avec des premières expériences qui correspondent à des étapes de la vie, avec des attendus. Et puis, il y a des psychologues assez intéressants qui ont travaillé, un qui s'appelle Edward Thiol, qui a parlé de rapports au temps différents, monochrone, polychrone. C'est assez intéressant justement de se dire qu'aujourd'hui, ceux qui grandissent dans un rapport au temps polychrone, où on est dans une logique du et, tout doit être fait en même temps, pour les plus vieux ou les moins jeunes, eux aussi ils évoluent dans ce monde, et peut-être la grande différence c'est qu'ils ont su ou ils ont dû s'adapter, fonctionner dans un environnement différent en étant plus jeunes. Voilà, j'ai peut-être été long sur le management intergénérationnel, mais voilà Nathalie, j'espère que ça a un peu répondu. Salma, comment être un bon manager sans lien hiérarchique? Le management transversal, super beau sujet, j'aime beaucoup ce sujet-là. Là, effectivement, j'ai envie de dire même sans lien hiérarchique. Alors, c'est deux sujets que vous proposez, hein, sans lien hiérarchique et aussi quand je dois manager des anciens collègues. Donc, c'est deux peut-être challenges différents. Lien hiérarchique, je pense qu'on a les trois casquettes, même s'il n'y a pas de lien de subordination. Quand on est chef de projet, on est le boss, on est le pilote, on pilote le projet, on a bien les trois casquettes. Effectivement, sur les techniques et peut-être les compétences à développer, il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes. Bien sûr, le ressort de l'autorité et de la légitimité se pose sans doute plus facilement, pas peut-être, mais sans doute plus facilement avec le manager hiérarchique. Et puis, pareil, pour oui, ça rentre sur les mêmes sujets de légitimité, et ça renvoie à la question du management. Je suis légitime parce que j'essaie de développer de la compétence en tant que manager, et je ne suis pas uniquement légitime parce que j'étais fidèle à l'entreprise, que je suis un expert métier, parce que voilà, sur le terrain, j'ai fait mes preuves. Bien sûr que c'est très vertueux, mais ça ne suffit pas, et c'est sans doute là qu'on peut trouver de la légitimité auprès de ses collègues, parce qu'on nous a confié la fonction de manager. Et ça veut dire que c'est pas une récompense, c'est une reconnaissance, et cette reconnaissance, elle passe aussi par la reconnaissance des compétences, que c'est pas neutre, sauf bien sûr quand c'est fait par favoritisme, c'est complètement injuste, et là ils ont bien raison, vos collègues, s'ils vous en veulent. Anthony, quel serait le livre à avoir sur son chevet pour améliorer nos compétences? Mais quelle gentille transition.
Non, je vais vous proposer sur la dernière slide un petit bouquin de fiches pratiques qu'on a écrit avec mon ami collègue Olivier Delorme, qui s'appelle Les 6 constellations du management. On a essayé d'organiser justement en fiches techniques, en fiches outils, méthodes, sur à la fois les différentes casquettes du manager et puis dans ce cycle du management sur différents volets. Voilà, des leviers pour développer ses compétences. Mais sinon, bien sûr, il y a tous les classiques dont on en parlait. Récemment, j'ai lu un bouquin qui est assez intéressant de Sarah Raki sur le management d'équipe. Et pour changer, j'ai trouvé que les apports des neurosciences étaient traduits de façon assez pertinente et assez concrète et pas apprenti sorcier. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, on le met en lien le fonctionnement du cerveau et les enjeux de la coopération et pour le manager de pouvoir faire vivre ces dynamiques de coopération. Donc, voilà, je suis en train de essayer de mémoriser. Oui, le titre, c'est le travail en équipe. Je vois, pour avoir suivi des formations, c'est Jacques qui nous dit, qui parfois frise la manipulation couverte de bien-être des collaborateurs. Alors, je ne sais pas si on parle des mêmes choses, si je comprends bien, principe de Peter, oui, ça nécessite pas mal d'humilité, la fonction managériale. En phase totale avec la roue, merci, super si elle fait écho. Reste comment se fait la communication par le manager? Oui, il y a des vraies compétences à développer de communication et ça s'apprend. Et puis ensuite, il y a la mise en pratique. Moi, je vois le démarrage du webinaire, j'étais froid et pourtant, non seulement je l'ai préparé et puis c'est pas un sujet que je découvre ce matin, mais voilà, il y a toujours la gestion un peu des émotions qui se fait aussi dans la communication et c'est un exercice qu'on remet tout le temps, on remet l'ouvrage, comme dirait notre ami Boileau. Effectivement, oui, j'ai des questions assez prononcé sur tout ce qui est profilage de personnalité. Là aussi, les neurosciences aujourd'hui font des avancées qui permettent de dire que ça ne repose pas forcément sur un cadre théorique très sérieux, très rigoureux. Et puis moi surtout, ce que je dis ou en complément, c'est développons toutes les autres compétences du manager qui sont attendues avant de jouer avec la psychologie humaine qui est quand même extrêmement complexe, puisqu'on met en jeu sur le terrain est toujours lié à des intentions qui sont contextuelles. Et voilà, c'est toujours ce biais et cet écueil de simplifier à outrance et puis de mettre des gens dans les cases, et souvent dans les entreprises, c'est ce qui reste. Donc là, on peut être tout à fait dans la manipulation. Il y a Hélène qui nous dit l'outil qui pourrait remplacer Smart. Alors très simplement, moi j'utilise PAM, P-A-2-M, un objectif qui soit pertinent, qui soit bien cohérent avec la stratégie, qui soit bien en ligne avec les activités, avec les attentes des parties prenantes, un objectif qui soit accessible, atteignable. Donc là, ça va plutôt interroger les conditions. Est-ce que je peux mettre à disposition les conditions de réussite de l'objectif? Et puis ça interroge le management. Est-ce que moi, je le rends accessible? Est-ce que l'organisation n'a pas ambitionné de multiplier par 72 son chiffre d'affaires alors que on a arrêté les recrutements, que j'ai 5 collaborateurs dans mon équipe qui sont en arrêt de maladie prolongée et qu'il me reste 2 collaborateurs qui absorbent toute la charge de travail. Donc effectivement, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est accessible? Le premier M, c'est pour la mesure, quelle qu'elle soit, donc en kilos, en dollars, en temps, en date, en échéance, bien sûr. Et puis le deuxième M qui manque cruellement au Smart, c'est motivant. Est-ce que cet objectif est motivant pour le collaborateur à ce moment-là de notre activité et de son développement? Est-ce que dans la formulation de l'objectif, je me pose les questions de la motivation? Est-ce que dans la manière de découper l'objectif, de l'articuler avec des cibles intermédiaires, je suis pertinent et donc je suis motivant? Voilà, et c'est ce que je reproche un petit peu au Smart, qui est très resté sur le côté productivité, ambiance années 80, où on fait le management par objectif, et donc on a trouvé ce super acronyme qui semble intelligent, mais au fond, bon, il y a un peu des redites entre la mesure et le temps, accessible et réalisable, ou atteignable, réalisable. Pour en discuter souvent avec les gens d'entreprise ou les stagiaires en formation, c'est pas très clair.
spécifique ou simple, voilà. Moi, j'aime bien PAM. Moi, je suis preneur du PAM. Pour le replay, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis sûr que Kelly vous pourra vous renseigner à la fois sur le support et sur la disponibilité du replay. Il y a Anthony, alors Anthony, pardon, c'est fait pour le livre de chevet. Elam, pensez-vous qu'il faille un nombre limité de collaborateurs afin de pouvoir se balader entre ces 3 casquettes? Alors, c'est le bon équilibre, c'est une super question, c'est le bon équilibre pour favoriser, je vais lire la question pour tout le monde, si ce n'est pas le cas, pour favoriser le bien-être et la santé mentale du manager. C'est sûr que si j'ai plein de collaborateurs, que j'ai pas de relais, ça va être difficile de dégager du temps pour bien les accompagner, mais aussi pour bien mobiliser les énergies et gérer les dynamiques multiples et donc complexes. Ensuite, ça a aussi des vertus de pas avoir une équipe trop réduite, parce que justement, c'est un flux d'énergie qui est donné par chacun, qui potentiellement peut être donné par chacun, bah, c'est aussi un grand levier. Alors, et puis ça dépend des activités. C'est pas tout à fait la même chose quand on travaille dans des bureaux que quand on travaille sur une plateforme logistique avec des équipes qui sont pas toujours dans les mêmes shifts, avec les mêmes horaires, des managers qui parfois les voient peu, avec des gens qui sont pas forcément habitués à être en salle. Donc il y a plein d'actes managériaux qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en place. Donc le nombre difficile, mais effectivement, je dirais que le principe dans l'organisation, c'est qu'on découpe la complexité. Et donc si voilà, ça représente trop de complexité d'avoir beaucoup de collaborateurs, il faut que j'ai des relais, il faut que je puisse avoir des adjoints, des référents ou une strate managériale intermédiaire, histoire que, voilà, que je puisse bien m'occuper de chaque collaborateur et que je puisse bien gérer les dynamiques d'équipe. Quel outil utiliser pour déterminer la partie complexité d'une tâche? Alors ça, c'est une matrice de Kuhn-Levin qui est assez intéressante, où on va distinguer ce qui est compliqué de complexe et on va adapter le management. On utilise aussi cette matrice. Alors, je peux peut-être rembobiner le film et vous retrouverez sans doute dans le replay. Donc, ce qui permettra, en fonction du type de complexité qu'on a identifié, de pouvoir adapter le bon mode de management. Et on l'utilise aussi en conduite du changement, d'ailleurs, sur les changements qui sont très brutaux, plus ou moins volontaires, souhaités. Voilà, et puis bon, il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres grilles d'analyse. Là, j'essaie d'illustrer avec quelques exemples, quelques matrices, quelques outils. J'avance pour vous reparler du bouquin sur la table de chevet. Quel est le plus grand défi des managers de période assez On l'a vu. Merci pour le retour, Guillaume. Présentation bien structurée. Précéder différence entre mode participatif et collaboratif. Participatif, je vais faire émerger les idées. Je vais essayer de mettre en place des dynamiques d'échange. On va pouvoir participer, faire participer et puis nous réguler en tant que manager. Et puis le mode collaboratif, c'est une fois que tout le monde est aligné, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a développé son bon niveau d'autonomie, y compris le manager qui peut se consacrer à ses activités. Et donc, chacun cible l'objectif de façon autonome. Bien sûr, le collaborateur est aux côtés de son équipe pour pouvoir l'aider, intervenir au cas où, mais c'est un peu le moment où chacun lâche le bord de la piscine, y compris le manager, il fait confiance, et c'est en ça que c'est différent, où le mode participatif sera davantage dans l'échange, dans l'exploration, dans la compréhension et l'ajustement réciproque. Oui, je propose des accompagnements et comme je disais, ça me paraît indispensable d'avoir des dispositifs multimodaux aujourd'hui qui soient à la fois sur de la formation, sur l'accompagnement individualisé. Ça peut aussi prendre la forme de coaching, mais moi j'aime bien orienter en tout cas, parce qu'il y a mon domaine de compétences plutôt sur du coaching opérationnel, sur le métier, et puis de la réflexion, des échanges entre pairs. Un entretien pour déceler la motivation, c'est un vaste sujet. Je vois qu'il reste quelques secondes. Mais effectivement, il y a des champs à explorer. Il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Et pareil, on a essayé, nous, avec Olivier, de faire une synthèse de ce qui existait sur la motivation pour pouvoir bien déceler les facteurs, les attentes. Il y a des chouettes outils aussi, comme le Sweet Spot, pour pouvoir trouver des terrains de jeu qui vont engager le collaborateur autour de ses centres d'intérêt. Donc, il y a des trucs très sympas à faire. Merci Solène.
voilà, bah, c'est 11 heures, je suis désolé, mais je crois avoir fait le max sur les questions. Ouais. Merci pour vos messages et pour vos retours, et merci aussi pour les questions, c'est super. Content si ça vous a intéressé, et merci Kelly qui propose de clôturer. Bonne continuation et bon management à ceux qui managent, et bon accompagnement des managers à ceux qui les accompagnent. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Merci pour vos messages, bonne journée, bonne continuation, bon pont aussi à ceux qui font le pont. Merci, c'est gentil. J'apprécie beaucoup vos messages, c'est sympa. Merci beaucoup. Au revoir à tous.